Bonjour et bienvenue dans Lecture Club. Non, tu n'es pas en train d'écouter une initiation à un club secret où on se battrait à coups de bouquins et de citations. Ce podcast, c'est un échange entre des passionnés de lecture aux profils différents qui se font découvrir leurs coups de cœur. Des romans d'aventure aux essais, en passant par les mangas ou les romans policiers, ce club ne refusera aucun livre à l'entrée. Alors prépare une place dans ta bibliothèque pour accueillir tes prochains bouquins et attrape ta tasse de thé ou de café pour nous rejoindre dans cette expérience. Dans cet épisode, tu entendras les voix d'Anne, l'avocate, mais surtout la mamie de la bande. Il n'y a pas moyen de prendre parti, c'est un peu... Un avocat, ça ne prend pas parti. Ça défend un jour le propriétaire, un jour le locataire, et ça ne juge pas. Voilà, j'ai trouvé des échos dans ce livre. Audrey, la journaliste féministe. Je lis pas beaucoup d'hommes, voire quasiment pas, parce que j'estime que j'en ai lu déjà bien assez pendant toutes mes études, qu'on m'a jamais donné à lire un livre d'une autrice pendant mes études primaires, secondaires, ou très peu à l'UNIF aussi, à part un Amélie Nothomb qu'on embrasse d'ailleurs. Céline, la bookstagrammeuse amoureuse. La réflexion qui se porte autour de la technologie peut très bien se faire pour tout être plus ou moins vivant, on va dire ça comme ça. Pensons aux pauvres carottes qui voilà, pas grave. Pensons aux carottes. Je m'attendais vraiment pas à ce que ta phrase finisse là-dessus. Voilà, pour tous les fans de Coup de foudre à Notting Hill, merci de m'avoir comprise. Et tu es en train d'écouter la mienne. Je suis Christine, une lectrice passionnée d'imaginaire. Moi, j'ai directement accroché avec Adam, en fait. Donc, j'ai Team Adam. On se demande pourquoi. Donc, voilà. Peut-être parce qu'il fait des IQ. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup la culture japonaise. Donc dès que ça en dit Adam long sur a la commencé... personnalité de Christine, tout ce qui est en train de se passer. Voilà, vous m'avez dévoilé au grand jour. Avant de commencer officiellement ce premier épisode, on tient à remercier Noémie et Louise de nous accueillir au Café Joli. Situé en plein cœur de Liège, on conseille ce café super cosy aux amateurs et amatrices de boissons chaudes et de bons livres. À l'automne du XXe siècle, il eut enfin lieu. Ce premier pas vers la réalisation d'un rêve ancien, début de la longue leçon que nous allions nous donner à nous-mêmes. Aussi compliqués que nous ayons été, aussi défaillants et difficiles à décrire, même dans nos actions et manières d'être les plus simples, on pouvait nous imiter et nous perfectionner. Et j'étais là en cette aube glaciale, un jeune homme qui fut d'emblée un adepte enthousiaste. Mais les humains artificiels étaient un cliché longtemps avant leur arrivée. Si bien qu'une fois là, ils en déçurent certains. L'imagination, plus rapide que l'histoire et les avancées technologiques, avait déjà simulé l'avenir dans les livres, puis au cinéma et dans les séries télévisées. Comme si des acteurs marchant avec une fixité particulière dans le regard, quelques mouvements caricaturaux de la tête et une certaine raideur du dos pouvaient nous préparer à la vie avec nos cousins du futur. Aujourd'hui, Anne nous a fait découvrir Une machine comme moi de Ian McEwan. Là maintenant, 2 possibilités s'offrent à toi. Tu appuies sur pause et tu vas dévorer le bouquin avant de nous rejoindre, soit tu n'as pas peur des spoilers et tu écoutes le résumé proposé par Céline. Je compte jusque 3. 1, 2, 3. Donc l'histoire se passe à Londres en 1982, mais c'est un monde qui ressemble à s'y méprendre au nôtre. Quelques détails dissonnent toutefois puisque les Beatles sont toujours au complet, mais surtout le chercheur Alan Turing est encore en vie. Grâce à lui, les prouesses technologiques sont inouïes et les avancées scientifiques en matière d'intelligence artificielle fulgurantes. C'est ainsi que Charlie, le narrateur, fait l'acquisition d'un Adam, un robot humanoïde doté de l'intelligence artificielle la plus perfectionnée qui soit. Il ressemble vraiment à un humain, un peu trop même, puisqu'il finit par éprouver des sentiments pour Miranda, la compagne de Charlie. En dépit de situations incongrues, le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes économiques et sociales qui bouleversent l'Angleterre. Mais Adam et ses semblables ont été conçus pour respecter les règles et ne parviennent pas à accepter les imperfections du monde. Comment va-t-il réagir face aux mensonges et aux faux-semblants de Miranda et Charlie ? Moi, je connaissais pas Ian McEwan, alors que de ce que j'en ai lu sur les internets, c'est quand même un grand auteur de sa génération. C'est un auteur et un scénariste britannique. Et je sais pas si son succès est aussi important ailleurs qu'en Angleterre ou pas. Mais en tout cas, en Angleterre, c'est un peu une star de ce que j'en ai lu. C'est un auteur qui est né en 1948, donc il a déjà un âge certain, que je vous invite à calculer sur vos doigts vous-même.
Et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé durant son enfance, durant son adolescence. Et moi, je trouve que c'est toujours quelque chose qui se sent fort dans les histoires quand les auteurs et les autrices ont beaucoup voyagé. Et lui, encore une fois, de ce que Internet m'a soufflé, il a vraiment voyagé aux quatre coins du monde, même si le livre dont on va parler aujourd'hui se passe exclusivement en Angleterre. Il a commencé à écrire des recueils de nouvelles dans les années 80, et puis ensuite, il y a eu plusieurs romans, des romans qui ont été adaptés au cinéma, et puis un tas de récompenses aussi. Ses livres les plus connus, il y a Dans une coque de noix, il y a aussi L'intérêt de l'enfant qui a justement été adapté au cinéma, il y a Amsterdam et Samedi. Et alors je dis que c'est un auteur qui est très connu parce qu'il a vendu des millions et des millions d'exemplaires, 15 millions pour être précise en 2010. Donc je pense quand même que ça dépasse l'Angleterre, même si c'est un grand pays. Et à l'échelle belge, finalement, ça fait plus d'un livre par habitant. Donc moi, ça me semble beaucoup. Et si tout ce que je viens de vous dire est faux, c'est la faute de Internet et aussi de ce qu'on dit de son style. Et ça, je suis tout à fait d'accord pour avoir lu le livre, c'est qu'il y a beaucoup d'humour noir. C'est souvent des thrillers, c'est des romans assez réels, mais avec une petite touche futuriste qu'on retrouve assez bien dans Une machine comme moi. C'est psychologique, c'est provocateur, c'est un peu insolent aussi, et ça, tout ça se retrouve. Et voilà, j'ai donc fait la connaissance de ce qui semble être une sorte de génie de la littérature. Une des premières choses que j'ai lues sur lui, c'était qu'il était aussi scénariste de The Imitation Game. Et moi, c'est un titre qui me parle beaucoup, vu que pour moi, The Imitation Game, c'était un film qui était sorti il y a quelques années avec Benedict Cumberbatch. Qui est un des meilleurs acteurs de sa génération, il faut le dire. Même si on peut dire son nom n'importe comment, on retrouvera quand même qui c'est. Et avec Keira Knightley aussi. Et du coup, dans ma tête, Ian McEwan, c'était celui qui avait fait ce film-là. Surtout que le film The Imitation Game parle d'Alan Turing, dont on va beaucoup parler aussi dans Une machine comme moi. Et en faisant des recherches quand même pour vérifier, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Et qu'on m'avait induite en erreur, parce qu'en fait, il y a 2 films qui s'appellent The Imitation Game. Et celui qui a écrit Ian McEwan, en fait, ils appellent ça en Angleterre a play. Donc c'était une sorte de téléfilm qui est passé sur la BBC en 1980. C'est pas du tout sur Alan Turing, c'est sur une femme qui a travaillé dans les services comme ça. Et on disait à l'époque qu'on ne confiait aucun secret aux femmes parce qu'elles n'étaient pas capables de garder des secrets pendant la guerre. Et Ian McEwan a décidé d'écrire un livre pour dire qu'une femme pouvait très bien garder un secret. Coup dur. Voilà, coup dur pour Christine. Coup dur pour moi. C'est un livre qui me fascine. Donc chaque fois, j'ai lu une première fois quand il est sorti et je l'ai relu pour notre enregistrement. C'est un livre qui me fascine, qui me dérange beaucoup. Donc chaque fois, il me perturbe. Enfin, je veux dire, il me fait sourire. Beaucoup d'humour noir. Alors le décalage aussi, ça se passe en 1982. Moi, j'ai vécu 82, je m'en souviens. C'est 82, mais réel et pas réel. Enfin, il mélange les détails, il mélange les événements historiques, il les modifie, et donc on se trouve dans une réalité que j'ai connue, mais parallèle. Donc la guerre des Malouines, c'est pas l'Angleterre qui l'a gagnée, c'est l'Argentine, et tout est comme ça. Et puis alors, il y a cette description des 3 personnages principaux. Donc, il y a Charlie qui achète Adam, donc cette machine. Et il y a Miranda qui est la petite amie d'Adam, d'Adam, je vais la comprendre. Spoil de Charlie, mais quelque part qui devient en effet aussi la petite amie d'Adam à un moment donné. Et donc, je trouve que les caractères sont extrêmement bien décrits. Ils sont à la fois, comment vais-je dire, Charlie, il est un peu veule, un peu pas très courageux. C'est un peu simplet, en fait. Il est un peu simplet, un peu simplet. Il se contente de peu, il vivote, etc. Miranda est un peu plus, on va dire, dynamique, et elle fait des études, etc. Mais il lui est arrivé quelque chose, et donc ça la marque. Et puis il y a Adam, qui est une machine. Qui va découvrir le monde. Qui va découvrir le monde, et qui est parfait en machine. Enfin voilà, voilà. Et ça va avoir des conséquences.
j'ai pas fait beaucoup de cours d'histoire poussée, et surtout sur l'histoire de l'Angleterre. Du coup, il y avait beaucoup d'événements que moi, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, je me sens moi seule, merci. La majeure partie du livre, j'étais pas sûre de si c'était complètement inventé ou est-ce que c'est... Ça, c'est ce que j'adore. C'est ce qu'à un moment donné, tu te dis, mais non, c'est pas ça, quoi. Il y a un moment, à chaque fois que je voyais un mot, je devais aller chercher sur Google, est-ce que c'est vraiment arrivé? J'étais un peu perturbée par ça. Mais j'ai exactement comme toi, sauf que moi, je suis pas allée vérifier sur Google, donc j'étais dans le flou de tout le bouquin. Et ce matin... Donc elle pense que l'Angleterre a gagné. Et donc du coup, vraiment, quand je me suis dit... que l'Argentine a gagné. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et d'un côté, c'est pas forcément plus mal, puisque ça a ajouté un petit peu à mon expérience de lecture, où j'étais un petit peu dans le flou tout le temps, donc ça correspondait bien à l'ambiance un peu du bouquin. Mais c'est vrai qu'après coup, je me dis peut-être que c'était peut-être mieux de me renseigner au fur et à mesure comme tu l'as fait. C'est deux expériences différentes de lecture finalement. Hein, Mais moi, je dois confesser quelque chose qui rejoint un peu ce que vous dites, c'est que j'ai fait un amalgame un peu agiste où je me suis dit, comme monsieur a déjà un certain âge, je pensais que le livre avait lui aussi un certain âge. Et donc, je pensais que ce livre avait été publié il y a un certain temps. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il a été publié en 2018, donc il y a vraiment pas longtemps. Mais ce qui m'amène à une autre réflexion, c'est que le livre aborde beaucoup de thèmes qui sont forts d'actualité. Ça parle de droits des femmes, ça parle d'écologie, ça parle de droits des minorités raciales, mais des minorités de genre, etc. Donc ça aborde vraiment plein de sujets qui sont ultra contemporains. Donc c'était double hypothèse, soit le mec était très avant-gardiste et le livre était vieux, soit je me suis trompée et le livre n'est pas si vieux. Et c'est ça, en fait, le livre n'est pas du tout vieux, il a 3 ans. Mais du coup, je trouve que c'est quand même intéressant de lire qu'un homme de son âge, de sa génération, vient inclure ces sujets plus ou moins bien, ça c'est encore un autre débat, dans son roman, et que toutes ces questions se retrouvent là-dedans, ce qui en fait un roman qui est quand même politique. Dans les sujets qu'il aborde. Et ça, je crois que c'est important de le souligner aussi. Voilà, donc c'était ma discrimination à moi d'avoir pensé que... Mais c'est parce que c'est très bien fait. C'est parce que c'est très bien fait. Et ça rejoint l'idée de la perturbation. La mécanique est tout à fait, je dirais, imparable. Enfin, elle est implacable, elle va au bout. Et c'est pour ça que j'aime ce livre, oui. Mm-hmm. Et le sujet central du bouquin, tu disais qu'il y a beaucoup de problématiques politiques, mais celle sur laquelle il s'est vraiment centré, c'est quand même les intelligences artificielles et toute la question morale et éthique qui va avec. Le livre commence avec Charlie qui achète Adam. On pourrait déjà parler de est-ce que nous, on achèterait un humain artificiel si nous, on avait le choix, s'il y avait une... Moi, j'ai pas la thune. C'est lui qui règle le problème. Il faut dire qu'il l'achète parce qu'il a hérité d'une fortune assez conséquente de sa maman. Et donc, le mec, il décide de mettre toute sa fortune dans un robot, ce qui dit déjà beaucoup de la personnalité de ce protagoniste. En soi, on fait tous un peu la même chose, hein, parce que quand on met un mois de salaire dans le nouveau téléphone qui sort, c'est aussi... Donc, forcément, le téléphone n'a pas la forme d'un humain, mais il fait la même chose que le robot, presque, au final. C'est vrai. Sauf tomber amoureux, mais ça... Et encore. On y est encore. Et encore. On y sera peut-être. Oui. Mais est-ce que ce livre vous a pas fait penser à un autre livre? Moi, dès la 3e page, c'était clair dans ma tête. Moi, c'était pas un livre, c'était un épisode de série. Black Mirror. Black Mirror, bien sûr. Mais je ne l'ai pas vu, je ne peux pas dire. Spoiler. Est-ce qu'on peut faire un jingle spoiler? Jingle spoiler. Ah d'accord. Tu pensais à quel livre? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de l'atmosphère de 1984 dans ce livre. Ah oui. Je trouve que c'est quelque chose qui se ressent. Mais là, pour le coup, c'est un vieux livre, vraiment. Écrit par un vieux monsieur mort. Et je trouvais qu'il y avait très fort de cette ambiance un peu... dystopique, mais pas trop non plus, de toutes ces possibilités. Je sais pas, je retrouvais quelque chose dans l'ambiance du livre qu'il y avait dans 1984 et ça m'a sauté aux yeux dès le début. Mais écoute, moi pas, parce que j'ai connu 1982, il n'y a rien à faire, ou pas. Donc quelque part, il parlait de choses qui se sont passées en les déformant, hein, en les arrangeant. Donc moi, voilà, mais voilà, c'est... Moi, je dois confesser que je n'ai jamais lu 1984. C'est pas grave. C'est dans ma pile à lire. Franchement, c'est pas grave. Mais Merci Christine, je me sens... Mais si, il est bien, moi, mais c'est pas grave. J'ai fait des études en édition, mais je n'ai jamais lu. C'est pas grave. Donc oui, mais moi, l'épisode de Black Mirror,
On va faire aussi un jingle spoiler pour l'épisode de Black Mirror, si vous ne l'avez déjà pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Hein. Ah, tu l'as pas mais vu non, mais je savais que c'était ça parce que c'est toujours ça la réponse. Mais je l'ai pas vu, ça fait trop peur. Et parce que c'est vraiment très intéressant. Ça dépend. Effectivement, il y a des épisodes qui font peur dans la véracité en fait des informations et d'une de la narration. Et ceci, ça vous a fait peur? Il vous a fait peur ou pas? Dans la perspective d'avenir, non. Je pensais qu'il allait me faire peur. En lisant le résumé et le bandeau qui disait un thriller, je sais pas quoi, je pensais que ça allait partir en cacahuète à partir d'un moment. Et en fait, non. Et surtout en ayant Black Mirror en tête, qui sont souvent des choses violentes. C'est pas violent en fait. Le roman est pas violent. Il y a une espèce de tension qui monte pendant tout le livre, mais ça. Spoiler, ça n'explose pas sur quelque chose de gore ou de trash. Moi, c'est ça que je fuis ou non merci. C'est ça qui nous ont habitués avec Black Mirror, c'est souvent les explosions. Donc, je sais pas si tu connais le principe de Black Mirror. Non, pas du tout. En fait, c'est une série d'anthologie. Donc, le principe, c'est que chaque épisode, c'est un univers différent, des personnages différents. Et ce qui relie tous ces épisodes, c'est que c'est centré sur des questions actuelles ou à venir de ce qui pourrait mal se passer avec l'humanité, les technologies en particulier. Spoiler, ça se passe toujours mal. Mais du coup, pour cet épisode de Black Mirror, donc c'est la saison 2, l'épisode 1, donc c'est à chaque fois des épisodes très longs, je crois que c'est même plus que 40 minutes, je crois que c'est des films à chaque fois, c'est 1h30 je pense les épisodes. Ça dépend, mais ça dépend lesquels. Ça dépasse 1 heure en tout cas. Mais oui, c'est de longs épisodes. Et du coup, ici, c'est l'histoire de Ash et Martha qui s'installent à la campagne, dans une maison où Ash a passé son enfance. Mais quelques jours après, le jeune homme est retrouvé mort sur la route. Aux funérailles, Martha apprend l'existence d'un service qui se sert de l'historique Internet des défunts pour simuler des conversations entre les morts et les vivants. Le soir même, elle reçoit un message électronique d'Ash qui vient donc de mourir. Elle s'habitue à vivre avec cette personnalité virtuelle. Et l'épisode va plus loin puisque après, elle va passer à l'étape suivante qui est de recevoir par la poste, dans une scène un peu très bizarre, un faux corps dans lequel elle va implanter la personnalité virtuelle de son défunt mari. Wow. Tiens, ça me dit quelque chose. Donc, on voit un peu les similitudes, etc. Et en gros, l'épisode se termine... Je ne sais même pas dire s'il se termine bien ou pas, enfin, sans doute mal, mais etc. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Céline. Mon esprit a oublié, donc je dirais que ça se finit mal. Donc, il ressemble en tout point, même le toucher, il ressemble à son mari, mais c'est pas son mari. Donc, elle lui dit, tu as cette personnalité-là, tu dois agir comme ça. Et parfois, il obéit, alors que Ash aurait désobéi. Et à la fin, elle décide de le faire se suicider. Donc, elle l'emmène au bord d'une falaise et elle lui dit, « Ok, saute ». Et elle voit que le faux H s'apprête à sauter. Elle lui dit « Mais non, t'aurais jamais accepté de faire ça non plus ». La scène coupe, puis on est des années plus tard avec l'enfant dont elle était enceinte quand le mec est mort, qui est né, donc qui est la fille d'elle et d'Ash. Tout le monde pense qu'elle a tué cet humain artificiel, mais en fait non, elle l'a juste caché dans son grenier. Et du coup, la petite fille va rendre visite à son père comme si c'était un colocataire bizarre. Une partie de moi était soulagée qu'il ne soit pas mort, parce que je m'étais attachée même à la version robotique. Et une partie de moi me dit, mais ce n'est pas sain que cette petite fille... Ah non, ça n'est pas sain. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ce livre, même si ici, on voit que la fin est tout autre. Oui, mais enfin, si on avait imaginé une autre fin, c'est ça, on vivrait avec... Oui. Le livre se tourne autour d'un triangle amoureux un peu particulier. Est-ce que selon vous, est-ce qu'on va vers là? J'espère pas. J'espère pas, mais à mon avis, oui. Ça, je pense que déjà, oui. On y va déjà avec les dolls. C'est vrai que ça existe en fait. Hein. Oui, ça existe déjà. C'est pas autant abouti que dans le livre, mais ça existe. Non, mais oui, donc je pense que ça existe et qu'en effet, ça arrivera. Et Ian McEwan avait dit dans une interview qu'il avait eu l'idée de ce livre et de ce trio amoureux parce qu'il remarque genre on vit déjà dans la vie de tous les jours avec des intelligences artificielles comme Siri, Alexa, ce genre de choses, et que du coup, il voulait voir les limites jusqu'où un androïde est considéré machine et à partir de quel moment est-ce qu'on peut la considérer comme un être humain, en fait. Mais moi, c'est ce que j'aime bien dans ce livre-là, c'est justement cette question-là, c'est l'essentiel. Les trois personnages, ils sont présentés avec leur bon et leur mauvais côté, et donc, entre les trois, je ne sais pas choisir, je n'ai pas de préférence, je n'ai pas jugé. Moi, ça va. Oui. Déjà, c'est pas Charlie, donc...
J'ai vraiment eu du mal avec Charlie, alors que c'est le narrateur. Ah, donc, non, mais vraiment, moi, je l'ai trouvé insupportable du début à la fin. Il y a des fois, je vais refermer le bouquin et dire, je fais une pause là, parce que vraiment, c'était insupportable. Et parce que voilà, il y a beaucoup de choses. On a parlé des sujets qui étaient fort actuels, mais qui n'étaient pas forcément bien tournés. Et tout le long du bouquin, je me suis dit, est-ce que c'est le narrateur qui parle ou est-ce que c'est l'auteur qui parle? Donc, j'ai toujours eu un petit peu... voilà, il y a eu quelques petites phrases où ça m'a choquée. Je me suis dit, bon, c'est le narrateur qui parle, je ne dois pas être choquée. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment trouvé Charlie insupportable du début à la fin. Donc, ça, pour moi, c'est très clair que c'est pas mon personnage préféré. C'est plutôt facile pour ça. Mais je dois dire que Miranda est pas forcément mieux non plus. Donc, moi, je lis pas beaucoup d'hommes. Voire quasiment pas, parce que j'estime que j'en ai lu déjà bien assez pendant toutes mes études, qu'on m'a jamais donné à lire un livre d'une autrice pendant mes études primaires, secondaires, ou très peu à l'UNIF aussi, à part un Amélie Nothomb qu'on embrasse d'ailleurs. Et du coup, j'ai toujours une appréhension quand je lis une œuvre écrite par un homme, parce que j'essaye de rétablir une balance qui est encore largement déséquilibrée. Et il n'y a rien à faire. Moi, j'ai toujours des lunettes féministes quand je consomme... Enfin, j'aime pas dire qu'on consomme de la culture, mais... Bref, vous avez compris l'idée. Et donc, j'ai toujours peur des personnages féminins. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le test de Bechdel, qui est de plus en plus vulgarisé, mais pas forcément connu de toutes et tous, donc je vais l'expliquer rapidement. Le test de Bechdel, c'est analyser un film. De base, c'est sur les films, mais ça s'applique tout à fait à un roman, où pour qu'un film soit un minimum inclusif, il faudrait qu'il y ait 2 personnages féminins, donc de femmes ou de personnes qui en tout cas s'identifient comme femmes, que ces 2 personnages soient nommés, qu'elles parlent entre elles et qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. Donc ce n'est pas parce qu'une femme écrit ou réalise un film que forcément ça passe le test de Bechdel. Il y a des films comme Oui femmes de François Ozon qui ne passent pas le test de Bechdel parce qu'elles ne font que parler d'un homme. Un film comme Titane par exemple aussi, qui est aussi réalisé par une femme, ne passe pas à Bechdel. Donc ça ne veut pas dire que forcément quand c'est une femme qui réalise, l'œuvre passe le test, et ça ne veut pas dire que parce que l'œuvre passe le test, l'œuvre est bonne. C'est 2 choses différentes, mais c'est pour permettre de conscientiser le fait qu'il y a très peu de femmes qui sont représentées en culture, et que donc il y a peu de personnages intéressants, de personnages de femmes intéressants en littérature, au cinéma, etc. Et tout ça pour vous dire que ce livre ne passe, à mon avis, pas Bechdel, ou très très vite fait si on prend l'histoire de Miranda et de son amie. Là, peut-être que vite fait, bien fait, mais bon, ça c'est vraiment tiré par les cheveux et on va pas lui décerner un prix pour ça. Mais je trouve que le personnage de Miranda est surprenant, construit, intelligent, et pour moi c'est elle l'héroïne du livre, parce que si on devait tout mettre sur Charlie, il se passerait rien dans cette histoire. Donc je sais pas si son personnage me plaît ou pas, et ça c'est encore une autre question, mais en tout cas ce personnage est intéressant, et c'est un personnage de femme intéressant, écrite par un homme, ce qui, spoiler, n'est pas fréquent. Merci pour cette longue tirade. À vous les studios. Toi, Christine, tu as... Moi, c'est vrai que j'avoue que globalement, le livre, j'ai eu du mal à accrocher. Oui. Surtout dans la première moitié. Après, ça s'est facilité, on va dire. Mais j'accrochais pas du tout non plus au personnage de Charlie. Je trouvais ses réflexions globales intéressantes à lire. Mais d'un point de vue personnel, je n'accrochais pas du tout au personnage. Et moi, j'ai directement accroché avec Adam, en fait. Donc, j'étais là... Team Adam. On se demande pourquoi. Donc, voilà. Peut-être parce qu'il fait des haïkus. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup la culture japonaise. Donc ça en dit long sur la personnalité de Christine, tout ce qui est en train de se passer. Voilà, vous m'avez dévoilé au grand jour. Dès qu'on me sort un haïku, je suis... un haïku, voilà. Un haïku, ouais. Au fur et à mesure, je me suis mise à penser qu'en fait, Ian McEwan n'avait pas voulu qu'on considère Charlie, ni même Miranda, comme des héros, au sens littéraire du terme, et que c'était plutôt même l'inverse, des anti-héros, et ça se confirme au fur et à mesure du roman. Et moi, j'aurais bien aimé voir ce livre écrit du point de vue d'Adam, même si ça aurait été peut-être plus froid. Il y aurait eu beaucoup de pages blanches, je crois. Ou beaucoup de théories, oui, et un petit peu brumeuses. Des logiques implacables. C'est blanc ou noir dans la tête d'Adam. Hein, oui.
C'est ça qui est insupportable. Ouais. Et heureusement que la justice n'est pas basée sur ça, une intelligence artificielle parce que... Vous voulez qu'on parle de la serait... fin, du coup, de la décision d'Adam. Donc, je ne sais pas si on résume en quelques mots l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu. Donc, en gros, tout le récit de Miranda se centre sur une affaire judiciaire où elle a accusé un homme de l'avoir violée et cet homme a été en prison et cet homme a juré de venir la tuer plus tard. Et donc, toute l'histoire, elle passe une bonne partie du roman à stresser sur la venue de cet homme qu'on lui a annoncé. Et puis, on comprend au fur et à mesure que l'histoire n'est pas aussi noire et blanche qu'on pourrait le penser, qu'en fait, cette accusation de viol n'est pas directe, parce que ce n'est pas elle, en fait, qui a été violée, c'est son amie qui en est morte, suicidée, quelque temps après. Et du coup, il y a tout ce problème éthique elle a fait une fausse accusation devant la cour pour punir cet homme qui n'avait jamais été puni. Elle n'avait pas d'autre choix que de l'accuser elle-même d'une chose qu'il n'avait pas faite. Et du coup, Adam, lui, avec sa logique noire et blanche, décide de non, Miranda, elle a commis un crime et elle doit être punie pour ce crime. Et du coup, c'est là que ça part en vrille entre Adam et le couple Miranda-Charlie, où Adam décide concrètement non, il ne peut pas écouter les sentiments humains. En fait, il ne comprend pas les sentiments humains et il décide de faire appel à la justice pour donner à Miranda ce qu'elle mérite selon lui. Mais oui, parce que en réalité, Adam, il est blanc ou noir, hein, c'est 1 ou 0. Donc, évidemment, les humains, ils sont gris. Et le problème d'Adam, c'est comment comprendre, c'est tout, comment comprendre les humains, etc. Et les humains, c'est comment accepter cette logique implacable. J'avoue que ton point de vue d'avocate est par rapport Alors, à mon ton point de vue métier, d'avocate, j'aime bien ce livre parce qu'on juge. Enfin, moi, j'arrive pas à juger les personnages. Donc, moi, je sais pas prendre parti. J'ai de la sympathie et de l'antipathie pour les trois. Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Adam, il m'exaspère justement par ce côté très logique et pas du tout accommodant, etc. On a parlé de Charlie. Non, bon, voilà. Et Miranda, on fait pas ce qu'elle a fait, quoi. Faut quand même le dire. Et il ne juge pas. Et alors, c'est la même chose dans un autre de ses livres, c'est dans Une coque de noix, où c'est l'histoire d'un fœtus dans le ventre de sa mère qui se rend compte que sa mère a un amant, qu'elle a quitté son futur père et qu'elle va assassiner son père. Et donc, on suit le fœtus qui entend, qui veut agir, etc. Mais en même temps, il aime sa mère. Il n'y a pas moyen de prendre parti. C'est un peu un avocat, ça ne prend pas parti. Ça défend le blanc et le noir. Un jour le propriétaire, un jour le locataire. Et ça ne juge pas. Voilà, j'ai trouvé des échos dans ce livre. Ouais, et puis il y a toute la question, donc cette moralité avec la justice. Et puis il y a la question de Marc, c'est Marc, hein, le prénom de l'enfant. Oui. Donc, un beau prénom pour un enfant. Marc. À tous les Marc qui nous écoutent. Et du coup, Charlie passe du temps avec Miranda et Marc, et il pense, lui, est persuadé que Adam est jaloux de cet enfant parce que Adam justement ne peut pas comprendre le jeu. Il parle surtout du jeu de l'enfant, sa capacité à grandir, etc. C'est le jeu comme pédagogie, en fait, finalement. C'est le jeu qui lui permet d'apprendre et d'évoluer. Et sachant qu'Adam est déjà théoriquement parfait, il n'a pas cette capacité-là. Et ce serait pour ça qu'il serait jaloux, quoi. Mm-hmm. Ce qui pourrait être compréhensible, mais bon. Encore une fois, c'est une réflexion d'humain face à une technologie qui dépasse. Hein. C'est ça. Et j'avais lu aussi quelque chose qui dit quand est-ce qu'on peut considérer que les machines commencent à avoir des sentiments, que ce soit l'amour ou la jalousie, ce genre de sentiments humains. Et donc c'est quelque chose de subjectif qu'on ne pourra jamais être sûr en tant qu'être humain. Et du coup, c'est à nous de décider, en fait, est-ce qu'on considère qu'il a des sentiments ou pas ? Est-ce qu'il doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un humain. Mais dans le livre, c'est Alan Turing qui répond en disant il avait une conscience de soi. Mm-hmm. Dans le dernier entretien qu'il a avec Charlie, il cite la conscience des chiens. Les propriétaires de chiens savent que leur chien a une conscience. Alors la machine, ces machines-là sont évidemment tellement perfectionnées qu'elles ont une conscience d'elles-mêmes. Et donc là, voilà, ils considèrent que ça, c'est un humain. Et donc, c'est le côté humain des humains, on va dire ça comme ça. Oui. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le passage où il parle des parties d'échecs et de Go, en disant, à partir du moment, mais je ne sais pas si c'est vrai ça, à partir du moment où on leur a dit, voilà les règles, mais vous allez gagner avec vos mécanismes, ils ont battu les humains. Donc, autrement dit, il y a un apprentissage qu'ils font qui n'est pas à notre portée.
Oui, il y avait une belle phrase que j'avais notée justement pour le Go. C'était « L'équitation n'a pas tué la course à pied, on court toujours pour le plaisir. La victoire compte moins que le plaisir éprouvé devant les subtilités et les aléas de la partie. » C'est un peu finalement comme quand on joue contre un ordinateur, c'est exactement la même chose parce que là on parle d'un ordinateur hyper perfectionné, mais à notre époque on le fait, tout le monde, enfin moi en tout cas j'ai commencé à jouer aux échecs et j'ai arrêté après ça, mais contre un ordinateur. Donc l'ordinateur, forcément, il jouait contre moi et à ce moment-là, je ne me posais mais pas du tout la question de savoir est-ce qu'il a une conscience, comment c'est possible qu'un ordinateur puisse me battre aux échecs. Je réfléchissais pas du tout à ça, je réfléchissais en termes vraiment de code, et de me dire il le fait et puis basta. Et ici dans le bouquin, il part donc justement du jeu de Go pour dire que ils ont réussi sans imiter les humains. Et il y a une réflexion autour de ça qu'on n'a même plus forcément aujourd'hui, finalement. On se dit comment est-ce que Alexa ou Siri capable de nous répondre, ça nous paraît totalement naturel. On ne se pose plus du tout la question de savoir est-ce qu'il imite l'humain ou bien est-ce que c'est juste sa propre conscience. Et c'est aussi comme dans le film Her. H-E-R. Her. Elle. Voilà, avec Joaquin Phoenix, où il y a aussi toute cette idée d'humain qui tombe amoureux, mais là c'est encore moins tangible parce qu'il tombe amoureux d'une voix juste d'une Siri ou d'une Alexa ou voilà. Et donc c'est même plus une représentation humaine comme Adam peut l'être dans le livre. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais regardez Her, parce que c'est vraiment un chouette film. Je vais te l'écrire, allez. Je crois que tout ça c'était pour dire que à quel moment un robot a une conscience et finalement est-ce que ça a de l'importance vraiment pour considérer ça, parce que pour faire le résumé on a parlé des chiens mais finalement comme tous les animaux il y a des animaux, enfin tous les animaux a priori ont une conscience. Pourtant, il y en a qu'on garde chez soi et qu'on va promener dans la rue, et puis il y en a qu'on mange dans l'assiette. Désolé, tous les véganes. Et donc, la réflexion qui se porte autour de la technologie peut très bien se faire pour tout être plus ou moins vivant, on va dire ça comme ça. Pensons aux pauvres carottes voilà, pas grave. Pensons aux carottes. Je m'attendais vraiment pas à ce que ta phrase finisse là-dessus. Voilà, pour tous les fans de Coup de foudre à Notting Hill, merci de m'avoir comprise. Mais voilà, donc au final, où s'arrête la conscience au final, pour les êtres vivants, et est-ce que finalement ça a vraiment de l'importance lorsqu'on considère les choses, puisqu'on se rend bien compte dans plusieurs exemples du quotidien qu'on s'en balance complètement. Oui, c'est vrai, mais à partir du moment où on fait quelque chose de meilleur que nous, est-ce qu'on va le supporter ? À un moment, Charlie décide de donner à Adam son travail. Donc, il est spéculateur boursier. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Trader. Je fais tous les mots en anglais. Je suis en roue libre là. En roue libre totale. Et en chambre, parce c'est ça, oui, il est chez lui. Depuis chez lui. Et si Adam a du mal au début, il comprend vite les mécanismes de la bourse et il finit par gagner beaucoup plus que ce que Charlie faisait au début. Et alors vient toute la question morale, mais il fait mon job mieux que moi. Est-ce que finalement, est-ce qu'un jour les robots vont faire tout le travail et du coup les humains n'auront plus à travailler, mais qu'est-ce que feront les humains à ce moment-là ? Et au-delà de ça, il pose la question de comme Adam gagne plus que lui, Adam dit mais c'est mon travail, donc je me l'approprie et ce n'est plus à toi. Donc j'en fais ce que je veux. Ouais, moi je me demandais, mais j'essayais d'imaginer un monde du coup où les humains n'auraient plus à travailler, tout serait fait par des robots. Qu'est-ce qu'on ferait de notre temps ? Est-ce que une partie optimiste et un peu utopiste de moi dirait c'est cool, on aura plus de temps pour réfléchir à l'écologie, comment rattraper, comment réfléchir à l'avenir de l'humanité. Mais ça c'est vraiment une pouf souffle. Non, il y a un autre côté aussi dans le livre, c'est que quand Adam fait l'amour avec Miranda, Charlie se sent complètement obsolète. Donc c'est un robot quand ça l'arrange bien, en fait. Oui, c'est ça. Il est largué, Charlie. Donc, il se sent vraiment, en se disant, c'est fini, quoi. Les hommes, c'est fini, voilà. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose, oui. C'est déjà une réalité, donc... Je fais une jolie transition vers un autre domaine qui est le domaine des arts, qui est du coup un petit peu abordé dans le roman avec Adam qui commence à écrire des haïkus pour montrer... C'est un podcast polyglotte, il faut le dire.
il faut le connaître dire. le japonais. C'est ça. Voilà. Pour montrer tout son amour à Miranda, etc. Et du coup, il y a toute la question de est-ce qu'un jour, on lira des romans d'intelligence artificielle? Non, parce qu'il faut le dire, ils sont nuls, ces haïkus. Ils sont nuls. Vraiment, désolée, mais ils sont super nuls. Donc, le mec respecte bien le nombre de vers, ou je sais pas exactement, voilà. Mais c'est tout. Enfin, il y a un moment, c'est bien la preuve que ça ne suffit pas. Il suffit pas de connaître la théorie pour faire une bonne pratique. Donc, non, ça n'arrivera jamais. Sans vouloir vexer les mathématiciens. Oui, bien sûr. Avec beaucoup de gens. sûr quand même. Mais non, mais enfin... Tu dis non. Non, je vais dire des phrases hyper philosophiques, donc je m'arrête là. Mais mais vas-y, on attend tes phrases philosophiques. Mais non, voilà, vraiment. C'était beau. Voilà, je m'arrête, mais vous avez tort. Je suis désolée. Voilà. Parce que ça m'a fait penser à un truc de l'actualité où il y a déjà eu plusieurs tentatives comme ça d'intelligence artificielle qui écrivent des romans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, notamment il y a One de Rode, c'est un scientifique et aussi auteur qui a décidé d'écrire un roman. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé une intelligence artificielle. Il a pris une voiture, il a branché un GPS dessus, il a branché un micro, une horloge aussi et une caméra. Et il a relié tout ça à l'intelligence artificielle. Et il est parti de New York jusqu'à la Nouvelle-Orléans, donc c'est plus ou moins 2000 km. Et il a laissé comme ça l'intelligence artificielle. Ah oui, aussi, chose importante, il n'a fait lire à l'intelligence artificielle que des romans de littérature anglo-saxonne. Écrits par des hommes. Ça, je ne sais pas. Et il n'a pas du tout donné, par exemple, accès à l'Internet ou à ce genre de choses. Du coup, l'intelligence était vraiment focalisée sur tous les trucs de littérature. Et du coup, il a laissé l'intelligence artificielle rédiger. Et ce qu'il a Spoiler, c'était nul. En effet, ce n'était pas un roman qui était agréable à lire, mais c'était intéressant. Donc, je vais citer un paragraphe de ce qu'il dit de cette expérience. Il dit « Au départ, la voiture était attachée à l'endroit où elle se trouve, à l'heure qu'il est, et puis elle s'en détache. On se retrouve face à un texte à la Kerouac, très immédiat, Gonzo. » Je ne sais pas ce que veut dire le mot gonzo. Je ne sais pas. C'est un carnet. C'est grosso modo un carnet. On dit ça pour le journalisme aussi. Mais déjà, Kerouac, c'est un enfer à lire. Hein. Voilà, unpopular opinion. Regardez le film, ça ira beaucoup plus vite. Et oui, moi, c'est pour ça, pour des exemples comme ça, je pense qu'il y a quelque chose dans la sensibilité, dans la manière d'appréhender le jeu, comme on en parlait tout à l'heure, qui est propre à l'humain et qui fait la beauté des personnages. Après, peut-être que les intelligences artificielles arriveront à produire des textes d'un autre genre qui ouvriront un autre type de fiction, je n'en sais rien, mais je peux pas croire que, en tout cas de notre vivant, on arrivera à des intelligences artificielles qui font de la peinture autre que de la peinture froide, où il n'y a pas... on peut pas occulter de l'art et de la culture toute la partie émotionnelle qui est quand même hyper importante. Et a priori, les intelligences artificielles n'ont pas encore développé cette capacité à l'émotion, à l'empathie. Et justement, dans le bouquin, c'est ça. Donc, Adam prétend avoir des sentiments, mais tout ce qui est empathie, il n'y a rien, puisqu'il est tellement dans le noir et blanc, comme on a dit tout à l'heure. Il dit qu'il aime Miranda, mais à partir du moment où il doit dépasser le fait de la préserver, il n'y arrive plus. Donc, même s'il dit « je l'aime, je veux son bien », mais son bien, ce n'est pas le bien comme nous, on pourrait le concevoir. C'est le bien selon l'intelligence de la machine. Et donc, on n'est plus du tout dans le sentiment comme on l'entendrait en tant qu'humain. Oui, mais c'est peut-être le sentiment de la machine. Mais donc, ça ne saurait pas produire de l'art comme des humains. Comme des humains. Voilà. Donc ça, on est d'accord. Donc, ce serait différent, pas forcément moins bon ou meilleur, mais différent. Moi, je me souviens d'un truc de mes cours de commu. C'est un truc sur Kant qui disait qu'il y avait une différence entre la beauté de l'art et le sublime dans l'art. Donc, la notion de beau dans l'art, c'est quelque chose d'objectif qu'on peut valider ou ne pas valider avec une liste de questions. Est-ce que c'est symétrique? Est-ce qu'il y a de l'harmonie dans le tableau, par exemple? Ce genre de questions. Et donc, je pense que le beau, les robots peuvent très bien réussir à le faire. Vu que c'est objectif, c'est quelque chose qu'on peut calculer, mesurer, tout le monde peut plus ou moins être d'accord dessus. Et puis, il y a la notion de sublime, qui, selon Kant, touche directement à l'âme humaine. Et c'est quand on se retrouve
devant un tableau et on ne sait pas pourquoi, ça nous émeut, on est bouleversé, on ne sait pas expliquer avec des mots ce qui nous a touchés dans ce tableau, et c'est quelque chose qui vraiment touche directement l'âme humaine, et ça, je pense que sans doute les intelligences artificielles, je ne vois pas comment est-ce qu'elles pourraient atteindre cette notion de sublime qui caractérise un peu l'âme humaine. Et pourtant, on verra. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est sans vouloir être pessimiste. Ce podcast va peut-être très mal vieillir. Peut-être que ce sera cité en exemple par les robots qui nous remplaceront. Voilà ce qu'on les disait. Historiens, voilà. Nous voici presque arrivés à la fin de ce podcast. Avant de te laisser avec quelques anecdotes, mais aussi avec l'annonce du livre qui sera abordé dans le prochain épisode, on se partage nos avis. Moi, j'ai toujours du mal à donner un avis très global sur un bouquin et comme je ne suis pas Adam, je ne vais pas dire oui ou non. Je trouvais qu'il y avait certains passages qui étaient intéressants. J'ai eu aussi un peu du mal à rentrer dans l'histoire comme toi, mais une fois que j'y étais, cette ambiance un peu 1984 m'a happée d'une manière ou d'une autre. Après, je trouve qu'il y a un peu des dents de scie, avec des moments que j'ai particulièrement trouvés intéressants, et puis d'autres qui étaient un peu moins convaincants, mais je trouve qu'il y a en tout cas matière à discuter, matière à réfléchir. Je serais curieuse de lire d'autres livres de cet auteur. Voilà, c'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Il peut déplaire, il faut le savoir. Et moi, j'ai suivi un peu l'aventure de Céline pendant qu'elle lisait le roman. Elle m'envoyait ses petits commentaires de temps en temps, qui n'étaient pas toujours très positifs. Disons que, effectivement, je n'ai pas forcément choisi la meilleure façon pour le lire. Je déconseille fortement de lire de la manière dont je l'ai lu, c'est-à-dire en me lançant dedans, en me disant « ça va très bien aller, c'est de la science-fiction, je connais plus ou moins ce genre littéraire ». Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé, mais c'est sûr que j'ai eu beaucoup de difficultés à certains moments, donc toutes les descriptions un petit peu historiques, donc d'événements historiques qui n'en sont pas vraiment, voilà, ça a un petit peu alourdi ma lecture. Je dirais que c'est un bouquin qui pourrait plaire vraiment à des personnes qui auraient peut-être fait quelques recherches avant sur l'auteur et sur le contexte d'écriture et surtout de l'histoire. Dans ces conditions, je pense que ça peut être un très bon bouquin. Mais voilà, moi, en tout cas, ça a été une expérience un petit peu bouleversante, je vais dire ça comme ça. Et moi, j'étais un peu de ton avis à la base. Vraiment, quand j'ai lu sur le bandeau que ça allait être un thriller haletant, et en lisant le 4e de couverture qui m'a fait tout de suite penser à Black Mirror, j'avais des attentes, en fait. Et c'est un peu bizarre parce que j'avais des attentes de violence qui m'ont un peu questionnée, mais c'est bizarre, j'attends du sang. Et c'est quand ça commence. Et c'est ça que en plus, il n'y en a pas du tout. Mais c'est ça. Et du coup, ça m'a fait réaliser que je voyais tellement de séries, de films violents, que j'avais développé une sorte d'habitude et d'attente naturelle à la violence et au sang, on va dire. Et que ça m'a questionnée. La meuf est une psychopathe. J'ai l'air gentille comme ça, j'ai l'air d'une pauvre souffle, mais en fait... Je suis une serpentard. Tout à fait. Et du coup, j'ai bien aimé cette façon-là, le livre, en me disant, mais non, maintenant, il faut que tu te calmes, toutes les histoires ne finissent pas dans un bain de sang, on va pas tous sortir des épées, des pistolets après 3 pages. Non, il y a encore des livres qui nous font réfléchir d'une autre façon. Et du coup, j'ai bien aimé le livre qui m'a fait conscientiser cette partie de moi qui me fait un petit peu peur, je l'avoue. Ça va aller, Christine. Ça va aller. Et, ou pas, on verra bien dans l'avenir. Les prochains livres nous le diront. Je vais terminer en parlant un petit peu des anecdotes. J'en ai trouvé quelques-unes, notamment sur un site qui s'appelle Envie d'écrire, qui a fait une interview de Ian McEwan. Et il dit que la première chose à laquelle il croit fermement, c'est l'assiduité, qui n'est pas facile à prononcer. Quelle que soit votre humeur, si vous avez trop bu la veille, si vous n'avez pas assez dormi, les deux allant souvent ensemble, vous devez vous asseoir à votre bureau. J'ai hérité cela de mon père, qui était un homme très bien bâti, qui a servi dans l'armée britannique pendant près de 50 ans et qui ne s'est jamais fait porter pâle. Il buvait beaucoup, mais à 6 heures, il était toujours debout. J'ai hérité de cette éthique de travail. Là, c'est très impressionnant. C'est beau, une belle leçon de vie. Ça ne puisse pas m'arriver. Moi, je n'ai pas cette discipline du tout, mais j'admire les écrivains qui arrivent à avoir ces habitudes. Le mec m'angoisse. Vraiment, le mec m'angoisse. Wow. C'est ça. Mais j'ai vu sur un autre site qui s'appelle Writer's Right que quand même il a dit qu'il était assez doué pour ne pas écrire. En anglais, il dit « I'm quite good at not writing ». Donc même lui qui a beaucoup d'assiduité, qui a une discipline de fer, il lui arrive de procrastiner. Et ça on connaît. Ça on connaît, oui. Ça on connaît.
Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et comme promis, nous allons vous annoncer le livre qui sera abordé dans l'épisode du mois prochain. Ce sera la sélection d'Audrey cette fois-ci. Oui, et roulement de tambour parce qu'on part sur un livre qui n'a rien à voir avec celui dont on vient de parler aujourd'hui parce que c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Vénus Poetica, qui est écrit par la namuroise Lisette Lombé. Donc c'est un livre belge, c'est de la poésie, donc ça ouvre à un tas d'autres discussions. Et moi je trouve ça sublime, donc j'espère vous convaincre aussi du grand talent de Lisette Lombé. Et on a hâte de voir si on va apprécier ou pas. Rendez-vous au prochain épisode. Alors, ça t'a plu ? N'hésite pas à t'abonner pour faire grandir nos piles à lire et rejoins-nous sur les réseaux sociaux en suivant lvdt.studio.